Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. En juin 2018, dans le Gard, Mathieu Danel, 23 ans, tue Claire Régnier, une autostoppeuse, en lui assénant 17 coups de dague. Et il explique qu'il voulait ressentir la sensation de tuer. Et comme ça ne lui a pas plu, il jure qu'il ne recommencera pas. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Mathieu Danel. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 21 juin 2018, Mathieu Danel se présente au commissariat de Montélimar et il lance au policier qui l'accueille. « Bonjour monsieur, je viens pour me dénoncer. J'ai tué une autostoppeuse. Non mais jeune homme, soyez sérieux, on vient pas comme ça nous déranger. Non, non, c'est sérieux. Ça s'est passé dans la campagne. Je l'ai tué de plusieurs coups de dague. Vérifiez. » Il se présente et il indique clairement « Je viens pour avouer que j'ai tué quelqu'un ». Stéphane Bertrand, avocat général. Et il donne les détails sur le moment, l'endroit, la façon dont il a procédé. On commence à l'interroger, d'abord pour vérifier que c'est bien lui, parce que des aveux ça ne suffit pas, et ensuite pour essayer de comprendre comment et pourquoi, bien sûr. Alors le comment, c'est extrêmement simple. Le comment est mêlé au pourquoi d'ailleurs. C'est-à-dire que Mathieu Danel est un jeune garçon extrêmement étrange qui est un peu solitaire et qui nous dira que depuis longtemps, sans préciser longtemps, il avait dans l'idée de tuer quelqu'un uniquement pour voir l'effet que ça produirait sur lui, les sensations qu'il pourrait avoir à cette occasion-là. Le fantasme, c'est devenu une idée fixe, une idée précise. Il avait acheté un grand couteau qu'il avait disposé dans le vide-poche de sa voiture. Et le jour où les choses se produisent, il se balade en voiture du côté de Montélimar. Il tombe sur une autostoppeuse. Il la prend en stop. Cette dame qu'il ne connaît pas, il l'a jamais vue avant, lui indique qu'elle vient ici dans la région nîmoise, du côté de Sommières. Il accepte de l'accompagner. Ils arrivent sur place, ils ont un peu discuté, plus ou moins sympathisé. Ils vont dîner ensemble dans une pizzeria. On aura des témoignages après du serveur, du patron qui nous disent qu'il n'y a eu aucun souci. Une fois qu'ils ont fini de dîner, il l'amène faire un tour dans la campagne. Sommières est une ville rurale et on est vite sorti de la ville. Il l'amène dans la campagne, dans un lieu isolé. Et lorsqu'il se retrouve dans ce lieu isolé, il revient vers sa voiture, il va chercher le couteau, il revient vers elle. Apparemment, il lui dit quelque chose ressemblant à « ça n'a rien de personnel ». Voilà, quelque chose dans ce genre. Et il se jette sur elle et lui donne plusieurs coups de couteau jusqu'à la laisser morte. Et ensuite, il s'en va. Tranquillement, il rentre chez lui et 2 jours après, il ira se rendre au policier. Donc, les choses se sont passées de manière extrêmement simple, brute, sans prévenir. Voilà, c'est venu comme ça. Et c'est comme ça que lui-même va nous les raconter de façon extrêmement calme, voire extrêmement froide. Monsieur Danel, pourquoi Claire? Pourquoi cette autostoppeuse? Mais vous savez, j'avais rien prévu. Je l'ai tuée, elle, parce que l'occasion s'est présentée. J'ai frappé plusieurs fois. Elle n'a pas souffert. Sa mort a été rapide. Je voulais qu'elle meure rapidement. Et après, je me suis dit, ça c'est fait, quoi. Je voulais voir si ça allait provoquer quelque chose à moi. Et puis, rien n'est venu. Aucune adrénaline. J'ai pas eu de plaisir, j'ai pas eu de peine non plus. J'ai pas eu de remords. Ça me touche pas, quoi. Il n'en démordra pas du début à la fin. Il voulait savoir
quelle sensation cela lui produirait de tuer quelqu'un, précisément d'ôter la vie à quelqu'un, à l'un de ses semblables. Et ce jour-là, c'est tombé sur cette dame par hasard. Il a vu l'occasion, de le faire. Je pense aussi que l'occasion était belle pour lui parce qu'il était dans un endroit isolé et que peut-être dans un premier temps, il a pensé ne pas se faire prendre. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dira plus tard, lorsqu'il va se rendre, je viens me rendre parce que j'ai commis un meurtre, mais ça n'a pas provoqué chez moi de sensation particulière, ça m'a pas vraiment plu. Il ajoutera, si ça m'avait plu, il y a de grandes chances que j'ai pu recommencer, mais comme finalement j'en ai pas tiré de véritable satisfaction, moi, je viens me rendre. Ça aurait pu être le premier crime d'une série s'il y avait trouvé les satisfactions qu'il en attendait. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, je quand même commence à avoir un certain nombre d'années d'expérience et au parquet et devant la cour d'assises, notamment des affaires criminelles. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Ce cas-là est extrêmement inattendu et le fait qu'un criminel nous donne ce motif-là, uniquement ce motif-là, et nous le donne immédiatement, oui, ça c'est la première fois que je voyais ça. C'est extrêmement étonnant. Ça a d'ailleurs également étonné les enquêteurs, ça a étonné les experts, ça a étonné un peu tout le monde. Le mis en cause n'avait pas le profil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en tout cas dans ce que j'en savais avant de le rencontrer, n'avait pas d'antécédents et ça dénotait un petit peu avec la gravité de son passage à l'acte. Docteur Laurent Layet, expert psychiatre. Ah ben oui, ça interroge, surtout quand on est médecin psychiatre et qu'on va rencontrer quelqu'un et dont on sait que ça va être la question principale. Pourquoi quelqu'un peut tuer, entre guillemets, pour savoir ce que ça fait, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut produire comme effet sur la personne. C'est quelque chose qui peut attiser un peu la curiosité de l'expert. Donc c'était un jeune homme qui avait, au moment où je l'ai rencontré, il avait à peu près 23 ans. Et l'entretien s'est déroulé dans de très bonnes conditions parce que c'est quelqu'un qui a pu s'exprimer très très longuement. Et en fait, je vais être assez surpris parce que d'abord, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu auparavant de rencontre avec un psychiatre ou avec un psychologue, il n'a jamais pris de traitement médicamenteux, il n'a jamais eu de soins. Et puis, son histoire personnelle est des plus banales. Code B5, expertise psychiatrique du docteur Layet. Monsieur Danel ne conteste pas avoir donné la mort à l'aide d'une dague, mais rectifie sans émotion le qualificatif de sa mise en examen pour assassinat. Il dit « Je serais plutôt sur un homicide volontaire ». Non seulement il le reconnaît, j'allais dire que dans une certaine mesure, il le revendique. Ça laisse un peu perplexe l'expert parce qu'il le reprend de façon très neutre, simplement pour apporter une précision. Et c'est vrai qu'ensuite, sans chercher ni à se dédouaner, ni à aggraver son cas, ni à essayer d'échapper à sa responsabilité, il va simplement apporter comme ça des précisions qui sont très factuelles, mais aussi très cliniques, c'est-à-dire très précises. D'abord, il commence par une description très factuelle, c'est-à-dire comment pour lui ça s'est passé. Et en fait, il ne commence pas immédiatement par le passage à l'acte, mais il va commencer en remontant quelques mois auparavant, c'est-à-dire pour essayer de rendre compte à l'expert de comment il est arrivé au passage à l'acte. Et en ce sens, il va commencer à se présenter comme étant un étudiant qui était en master d'audiovisuel à Valenciennes et qui avait interrompu donc à peu près 10 ou 11 mois avant son cursus universitaire et qui était revenu vivre chez ses parents. Bien. Monsieur Danel, où en étiez-vous de vos études, de votre vie professionnelle? Mais il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je foutais trop rien. J'avais tout abandonné. J'étais pas bien, quoi, parce que je m'étais fait larguer par ma copine. J'étais chez mes parents. Triste, quoi. Et mes parents, ils commençaient à me saouler, ils voulaient que je trouve du travail. Alors je faisais un peu d'intérim, quoi, pour les calmer.
Et je faisais semblant de chercher du travail, quoi. Je trouvais qu'il se cherche. Effectivement, il n'avait pas d'amis. Effectivement, il n'avait pas de petites amies. Très très peu de relations sociales, voire quasiment aucune. Mais ça ne donnait pas l'impression que ça le gênait. Alors je ne sais pas si c'était un choix délibéré, si c'était plutôt une forme de passivité. C'est-à-dire qu'il n'allait pas chercher les contacts sociaux, il n'allait pas vers les gens, et il ne s'en plaignait pas. Et il ne rapportait durant cette phase-là aucune souffrance, c'est-à-dire que ça n'orientait pas justement vers un état dépressif de quelqu'un qui se dise je suis comme ça, j'en peux plus, je peux plus voir l'avenir, etc. Pas du tout, pas du tout. Ça ne semblait pas lui poser plus de problèmes que ça. Depuis quand aviez-vous cette envie de tuer? Docteur, vous savez, pour moi, ce rapport à la mort, c'était de la curiosité générale, je disais, quelque chose de antique. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je le fasse à peu près 1 an plus tôt. Pour moi, c'était comme une découverte de soi, vous voyez, par l'expérience. Comme on fait des boulots ou du sport extrême. Et je me demandais si ma carrière pouvait pas être tueur en série. Vous voyez? Alors moi, je l'ai interrogé tout de suite si c'était sa propre mort. Non, c'était pas ça du tout. C'était qu'est-ce que la mort de quelqu'un pouvait faire sur lui. Est-ce que ça pouvait réveiller en lui un sentiment particulier, une envie particulière? En tout cas, il était préoccupé par cette question-là, parce qu'il s'imaginait que s'il était en contact avec la mort, ça pouvait peut-être le rendre euphorique, lui-même qui, quand même depuis quelques mois, vivait dans une espèce de neutralité affective. Peut-être qu'il pourrait ressentir des choses et il avait envie d'explorer ça. Et à ce titre-là, comme c'est quelqu'un d'assez solitaire, il se dit que les contacts qu'il avait avec cette dimension un peu mortifère, il le faisait au travers d'Internet, puisqu'il était allé voir notamment des vidéos sur l'État islamiste, sur les décapitations. Mais aussi au travers de films d'animation japonais qui peuvent être quand même assez violents, au travers de mangas, de dessins animés, voilà, qui quelque part scénarisaient un petit peu cette mort. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a accompagné aussi pendant plusieurs mois. Ce que l'on défend, c'est un homme avant tout. C'est pas évidemment l'acte qui a été commis. Maître Jérôme Arnal, avocat de Mathieu Danel. Alors Mathieu Danel, je le rencontre la première fois, la garde à vue s'est terminée. Il est déféré à Nîmes et il est conduit donc devant le juge d'instruction pour être mis en examen. La première impression que j'ai quand même, c'est que j'ai pas... Il faut le mettre avec beaucoup de pincettes, ce que je veux dire, parce que ce qu'il a fait est monstrueux, mais j'ai pas affaire à un monstre. Et donc on arrive à discuter, à dialoguer un petit peu. J'essaye de comprendre. Évidemment, j'ai pas beaucoup de réponses au départ sur ce passage à l'acte, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est tramé dans sa personnalité et qui ne ressort pas pour l'instant. Selon son récit, il prend en stop sa victime dans la Drôme et la conduit jusqu'à Sommières, dans le Gard. Sur place, ils auraient passé du temps ensemble et c'est au moment de se quitter que Mathieu Danel aurait pris une dague présente dans sa voiture. La victime sera retrouvée gisant sur le sol avec 17 traces de coups de couteau. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'absence de regret et d'empathie dont a fait preuve l'accusé pendant ses auditions. On a affaire à quelqu'un qui est physiquement, je ne sais pas si ça existe, quelqu'un de normal, mais quand on le voit, il n'a pas le profil ni le physique d'un serial killer ou d'un tueur ou quoi que ce soit. On voit quelqu'un de tout à fait normal. Après, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est dans ces premiers moments, et même par la suite, c'est cette relation que l'on peut créer avec la personne. Je ne suis pas psychologue, mais je suis là aussi pour lui donner des conseils. Il faut parler aussi sur la qualification juridique qui est retenue, lui expliquer les tenants, les aboutissants, parce que tout ça, personne ne lui a expliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un assassinat? Juridiquement, Mathieu Danel ne le sait pas. Moi, je le sais, la justice le sait, mais lui ne le sait pas. Donc, avant... Alors, je rappelle qu'il a été placé en garde à vue sans avocat. Donc, on lui dit, est-ce que vous avez commis un assassinat? Il peut répondre oui. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est un assassinat?
Est-ce qu'il sait que c'est un crime avec préméditation? Donc tout ça, il est important aussi de lui dire. Oui, c'est pourquoi. Bonjour, je viens voir mon client, Mathieu Danel. C'est bon, allez-y, maître. C'est une relation qui est un peu singulière parce que on parle évidemment des faits, mais on arrive à parler de tout un tas d'autres sujets. Je le vois assez régulièrement. Je peux pas dire que c'est une relation normale parce qu'on ne parle pas de choses normales, ça c'est évident. Mais on a réussi à quand même créer un petit lien qui fait que il y a des discussions qui peuvent se déclencher sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'affaire. On peut parler d'informatique avec Mathieu Danel, moi je peux lui parler de sujets qui m'intéressent et qui l'intéressent aussi, parce que c'est un garçon qui avait réussi quand même à avoir un baccalauréat avec mention. Il est intéressé par les questions technologiques, sur la philosophie, donc il y a des discussions qui peuvent avoir lieu sur ces thèmes-là. Les gens veulent sortir de prison. En tout cas, vous disent qu'ils veulent sortir, ou qu'il faudrait peut-être envisager de faire des demandes pour être remis en liberté. Lui n'en fait pas. Lui, il sait qu'il va rester là un bon moment. Ça me laisse penser qu'il y a quand même quelque chose derrière qui va au-delà de cette motivation qu'il a pu donner. Il dit que ça fait quelques années. Il dit qu'il en avait parlé à ses parents, je crois, 2 ans avant le passage à l'acte. Mais il dit que c'est une obsession qu'il a depuis 3-4 ans et que cette obsession, au départ, qui était une simple curiosité, une simple question, va devenir de plus en plus pressante avec le temps. Mais c'est là tout le problème, c'est de savoir pourquoi il y a cette envie-là. Et c'était le sens premier, me semble-t-il, de ce dossier. C'était de déterminer est-ce que c'est un dérèglement d'ordre psychiatrique, ce qui a priori n'est pas le cas puisque les experts qui se sont penchés pour l'examiner n'ont pas déterminé de maladie psychiatrique. Donc a priori c'est pas une maladie psychiatrique. D'où est-ce que ça vient ? Code B3. Rapport d'expertise psychologique d'Adeline Paoli. Sur le plan de la personnalité de Mathieu Danel, il est repéré un défaut de tolérance, une tendance auto-centrée, un défaut de prise en compte de l'autre, une absence de remise en cause personnelle et une dimension narcissique marquée. Il est également repéré une intolérance à la frustration. Je crois que c'est quelqu'un qui est en déshérence, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup d'importance à l'autre. Et en fait, quand quelqu'un lui demandait un service, il lui rendait naturellement. Ça ne fait pas de lui un saint homme, mais ça fait de lui un homme un peu normal qui avait pas mal d'empathie. Et puis au fil du temps, il va aller de déconvenu en déconvenu. Même s'il a son baccalauréat, il va rater ses études, il va rater sa licence, il n'obtiendra pas son diplôme. Déjà, c'est un premier échec qui est difficile à encaisser. Quand vous êtes persuadé que vous êtes plutôt intelligent et que vous ratez vos études, c'est un premier échec et ça vous remet déjà, ça vous fait poser des questions. Il y a ce premier échec. Il y a aussi, on en a beaucoup parlé, un échec sur le plan sentimental. Parce qu'il était très amoureux d'une jeune fille. Cette jeune fille va lui dire qu'elle veut plus de lui, et puis elle va le reprendre, mais en même temps elle va entretenir une relation avec un autre garçon. Et au final, cette relation va se terminer. Et donc il a été, là aussi, sur le plan sentimental, un échec. Et il était très attaché. Et je crois qu'il est encore très attaché à cette jeune femme. Donc il est en échec sur le plan sentimental, il est en échec sur le plan scolaire. Et sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'il fait ? Au moment où il commet le crime, il faisait un petit peu d'intérim quelques mois auparavant, mais il n'en fait plus. Et il se retrouve à vivre au domicile de ses parents dans sa chambre d'enfant. Et ça, je crois que pour lui, c'est terrible. Et donc, il fait croire à ses parents que quand il sort le matin, il va travailler. Et en fait, il ne travaille pas. Il va dans son véhicule, il tourne un peu sur la commune, sur la région. Et c'est tout ce qu'il fait. Et il fait croire à ses parents. Il va aussi, je crois, il l'avait raconté qu'il se rendait dans des magasins pour chercher des mangas, des choses comme ça. Mais il se rendait pour continuer à vivre dans un autre monde, dans lequel il s'était construit, qui semblait mieux lui correspondre parce que il y avait plus de sentiments. Il avait plus besoin d'avoir de relations avec l'autre parce que il y a plus d'échecs. Je donne rien, donc je n'attends rien. Je discute avec des gens sur Internet. Quand ça m'énerve de discuter avec eux, j'arrête. Et l'avantage, c'est qu'Internet, quand vous discutez avec les gens et que ça vous énerve, vous arrêtez. Et ils ne vont pas venir à votre porte pour vous dire qu'est-ce qui t'est arrivé hier,
t'étais pas bien luné ou quoi que ce soit, c'est terminé et on passe à autre chose. Et donc, on cache le fait qu'on a basculé vers une personnalité qui ne s'aime plus et qui ne veut plus de sentiments, plus d'émotions. Il s'enferme dans des réseaux sociaux, il s'enferme dans des jeux quand même très violents. Et il est isolé, et pourtant, il vit chez ses parents. Il vit chez ses parents, mais il côtoie plus personne. Il se construit sa vie à l'image d'un des personnages de manga, c'est-à-dire d'un tueur qui ne ressent plus rien, parce que quand il a pu ressentir des choses par le passé, elles ont toutes abouti à des échecs. En janvier 2022, 3 ans et demi après avoir tué Claire Régnier, Mathieu Danel comparaît devant la cour d'assises du Gard. Dans son box, c'est un accusé extrêmement froid. Il y avait eu 3 expertises psychiatriques, dont une collégiale, donc avec des experts à certaines renommées, qui nous disaient tous une chose essentielle, à savoir que l'intéressé était parfaitement conscient de ce qu'il faisait, que c'était pour lui l'aboutissement d'un projet, que son discernement était intact au moment où il a agi. Stéphane Bertrand, avocat général. Donc il n'y a pas de problème pour le déclarer coupable. Et comme il a servi aux experts le même discours qu'il avait servi aux enquêteurs, tout ce que les experts ont été capables de dire est que il était cohérent dans son projet. Voilà, il n'y avait pas de signe de mythomanie dans ce qu'il nous disait. Tout au plus ont été relevés 2 aspects intéressants, un aspect un peu mégalomaniaque chez l'intéressé. Et l'un des experts nous avait dit que il était prêt à entamer, l'expression n'est pas belle, mais elle a été donnée comme ça, une carrière de serial killer. Voilà, c'est-à-dire ça lui aurait plu, il y en aurait eu d'autres. Faites entrer l'accusé. Et lors du procès, il s'est exprimé comme ça. Il n'a montré strictement aucune émotion à aucun moment, ce qui, là aussi, est assez surprenant parce que on a l'habitude aux assises que les gens puissent s'exprimer d'une façon ou d'une autre, hein, soit en pleurnichant, soit en exposant de la colère, de la haine ou de la peur ou je ne sais quoi. Mais avec lui, franchement, rien. Et chaque fois qu'il avait eu à s'exprimer, il avait été dans les mêmes dispositions. Voilà, pas d'expression, pas de mimique, pas de rien, quoi. Et un discours extrêmement froid et assumé. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, pour les jurés, je pense, pour ceux qui avaient suivi l'enquête dès le début, c'était la suite logique des choses. Vous savez, tout le monde a une personnalité. Vous avez une personnalité, j'ai une personnalité. Docteur Laurent Layet, expert psychiatre. Et notre personnalité, elle est la résultante de 2 dimensions. Il y a une dimension qui est une dimension innée, notre patrimoine génétique, ce qui nous est transmis dans nos gènes, par nos parents, par nos grands-parents. En psychiatrie, on appelle ça le tempérament. Et dans certaines familles, on retrouve des tempéraments, c'est-à-dire des traits de caractère qui sont un peu transmis de génération en génération. Et cette dimension innée, elle se combine au fur et à mesure de son enfance et de son adolescence avec une dimension acquise. La dimension acquise, c'est quoi? C'est l'éducation qu'on a reçue, c'est les rapports qu'on a eus avec nos parents, c'est nos premières années de scolarisation. Et peu à peu, cette dimension innée, cette dimension acquise, entre notre naissance et l'âge adulte jeune, elles vont travailler, elles vont rentrer en résonance et elles vont définir nos traits de caractère. Et petit à petit, tous nos traits de caractère mis bout à bout constituent notre personnalité, c'est-à-dire notre façon d'être au monde. Et dans le cas de l'individu qui nous intéresse, même si il n'y a pas d'éléments traumatiques dans son enfance, on s'est aperçu que rapidement, ça va être un préadolescent puis un adolescent qui va se définir comme étant plutôt quelqu'un de solitaire, plutôt quelqu'un de détaché, plutôt quelqu'un qui a un goût pour ce qui se passe à l'intérieur de sa tête et peu pour les contacts sociaux, peu pour les relations avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il en avait pas. Il en a eu quelques-unes, mais c'était jamais très intense, jamais très prononcé. Et rapidement, il va voir que c'est quelqu'un qui vibre assez peu émotionnellement. On a tous essayé de l'amener à en dire un peu plus ou à
à rompre un petit peu le masque, hein, mais à chaque fois, il nous répétait la même chose. Et je crois que vraiment, ce qui était marquant, c'est cette absence totale d'émotion. Mais alors, quand je dis totale, c'est pas d'émotion pour la victime, pas d'émotion pour lui-même, et pas d'émotion non plus lorsque ses proches, parents, son frère, sont venus témoigner, quoi. Pas d'émotion du tout. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Pour être extrêmement clair, je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il pouvait s'agir d'une personne récupérable pour la société. Si je suis amené à demander la réclusion criminelle à perpétuité, c'est que je suis persuadé que sa place est à l'écart pour éviter d'autres drames. Et aujourd'hui encore, j'en suis intimement persuadé. Quand Mathieu Danel se lève pour ses derniers mots, il dit « J'aimerais m'excuser, mais je peux pas. Parce que si c'était à refaire, eh bien je le referais. Cette pulsion meurtrière était trop forte. Je pouvais pas y résister. » Une peine hors norme pour un procès hors norme. C'est ce qu'a requis l'avocat général hier soir à l'encontre de Mathieu Danel. Et les jurés, après seulement 1h30 de délibération, sont allés dans son sens. La peine maximale a été prononcée, soit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Je ne me réjouis absolument pas. L'avocat que je suis ne se réjouit jamais lorsqu'une peine maximale est prononcée. Maître Anthony Chabert, avocat de la famille de Claire Régnier. Maintenant, ça correspond au sentiment qu'a inspiré Mathieu Danel. Je pense qu'il a fait peur à tout le monde, il a fait peur jusqu'au bout. Et malheureusement, donc, il a été sanctionné à la hauteur de cette peur qu'il a engendrée. Il me regarde, je ne lis rien sur son visage. Maître Jérôme Arnal, avocat de Mathieu Danel. Ça, c'est quand même terrible. Vous avez quelqu'un qui est condamné à la peine maximale, en tout cas pour le crime qu'il avait commis, et il vous regarde et il me dit « ça y est, c'est fini, maître ?» C'est incroyable. Mathieu Danel écope de la peine maximale. La prison à perpétuité avec 22 années de sûreté. Il n'a rien à perdre et donc il fait appel. 10 mois plus tard, pour son second procès, Mathieu Danel change radicalement d'attitude. C'est le 2e ou 3e jour du procès. On fait une pause, comme ça se fait entre midi et 2, et puis je vais le voir dans la geôle. Et déjà, en fin de matinée, il avait donné quelques signes d'émotion, ce qu'il n'avait jamais donné jusque-là. Et puis dans la geôle, il s'effondre. Là, pour la première fois, je le vois pleurer. Et il me dit « mais je me rends compte, ce que j'ai fait, c'est affreux ». Et là, il s'effondre, il se met à pleurer. Et je lui dis, écoutez, l'audience va reprendre. Ce que vous venez de me dire, il faudrait peut-être le dire à la cour. Et c'est ce qu'il va faire. La cour! La présidente va lui poser quelques questions. Et puis là, il va commencer un peu à s'énerver. Et puis à un moment donné, il s'effondre. Et il se met à pleurer. Ça montre que cette personnalité-là, c'était pas une personnalité froide, c'était une personnalité qui s'est construite sur la froideur parce qu'il ne voulait plus avoir de sentiments. Et ça, c'est un élément qui peut, je dis bien qui peut, je parle au conditionnel, hein, Docteur Laurent Laillé, expert psychiatre. qui peut finalement être positif. Pourquoi ? Parce que c'est lorsqu'on s'effondre qu'on est en capacité de changer. Si à un moment donné on déprime réellement, c'est là l'ouverture à s'interroger sur son fonctionnement et c'est là l'ouverture à essayer de changer quelque chose dans son fonctionnement. On peut quand même espérer qu'il va continuer à essayer de mieux se comprendre et on peut espérer surtout qu'il n'y ait pas de nouveau passage à l'acte. Et ça, c'est le plus important. Maître Arnal, vous avez la parole pour la défense de Monsieur Danel.
L'enquête détermine qu'il n'est pas allé, par exemple, sur Internet, rechercher comment tuer quelqu'un, comment on s'y prend, les coups de couteau, à quels endroits du corps on les porte, etc. Tout ça, il ne l'a pas fait. On n'a pas trouvé trace non plus d'entraînement de Mathieu Danel avec un couteau. Donc, est-ce que Mathieu Danel a prémédité l'acte? Il a prémédité l'intention de tuer quelqu'un. Est-ce qu'il a réellement prémédité concrètement? Je ne crois pas. Et est-ce qu'il a prémédité d'aller ce jour-là tuer cette malheureuse victime à cet endroit précis? Je crois que la réponse est non. Et puis, qu'est-ce qui joue aussi, me semble-t-il, en sa faveur, en la faveur d'une peine moins importante que ce qui a été prononcé en première instance? C'est le fait qu'il se rende. Est-ce qu'on peut infliger à une personne la peine maximale alors même qu'il se rend? En appel, Mathieu Danel est moins lourdement condamné qu'en première instance. Il écope de 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans. C'était On de la raconte, Code B, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Mathieu Fret. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.